Bonjour à tous. Alors nous avons tenté de démontrer dans les chapitres précédents le caractère structurellement déficitaire du mode de production de la société industrielle croissanciste, tant sur le plan des lois de la physique que sur celle de la comptabilité. Nous avons également constaté que les masses ne semblaient pas conscientes de cet état de fait, et ceci tout simplement parce que les gestionnaires de la société industrielle capitaliste croissanciste, qui maîtrisent la communication de masse, affirment au contraire que les comptes sont en équilibre, ou que le léger déficit qu'ils veulent bien avouer n'a rien d'inquiétant. Or, nous avons vu, après avoir analysé en détail la décroissance des rendements énergétiques et la dissipation continue de la matière utilisable dans le processus de fabrication, que cette réalité physique se traduisait en termes comptables par un déficit abyssal et irrémédiable du compte d'exploitation de la société industrielle, pour peu que ce dernier soit présenté de façon à restituer une image juste et sincère de l'activité économique, et non pas, bien entendu, sous la forme de l'unique marqueur du PIB dont nous avons largement prouvé qu'il ne mesurait en rien la bonne santé, c'est-à-dire le caractère pérenne d'un système économique. Alors, dans un premier temps, nous pourrions nous poser les questions de savoir si les gestionnaires oligocratiques sont réellement conscients du fait que leur système fonctionne à perte. Et s'ils ne cherchent uniquement qu'à cacher cette vérité, pour des raisons démagogiques, nous dirons plus précisément pour des raisons électoralistes, jugeant d'ailleurs avec raison qu'un aveu d'échec de leur part signifierait pour eux le début de la fin de l'aventure qu'ils ont entrepris depuis 170 ans. Une autre hypothèse, n'étant d'ailleurs pas forcément exclusive de la première, serait de considérer qu'ils ignorent ce fait, tout simplement, aveuglés qu'ils sont en raison du formatage de leur pensée économique par les grandes écoles du pouvoir. Alors, si nous penchions pour la première hypothèse, d'aucuns s'empresseraient immédiatement de nous catégoriser dans la rubrique des promoteurs de la théorie du complot. Cette option, en effet, elle équivaudrait à considérer les gestionnaires de la société industrielle croissanciste comme des adeptes avérés des principes d'un monsieur Nicolas Machiavel, doublé de rapaces, prêts à tous les stratagèmes pour saigner à blanc le bon peuple, à leur seul profit pécuniaire, et par le truchement d'un mode de production économique qu'ils sauraient par avance vouer à l'échec. Alors, cette vision des choses serait naturellement excessive, voire dangereuse pour la liberté de ceux qui la professeraient par les temps qui courent. C'est pourquoi nous ne la retiendrons pas. Nous opterons donc pour la seconde hypothèse, celle de la bonne foi. Bonne foi, malheureusement, accompagnée de deux caractéristiques regrettables, l'incompétence entrepreneuriale et ce que nous nommerons la cécité du lendemain. C'est exposer des raisons pour lesquelles nous pensons que les gestionnaires de la société industrielle croissanciste ne sont pas réellement conscients du fait que leur système fonctionne à perte. Cet exposé, il sera établi en usant de la liberté qui nous est consentie. Mais pour combien de temps encore ? La liberté qui nous est consentie de livrer une analyse sensiblement différente des exposés officiels, ou encore d'analyser des domaines que la version officielle n'analyse pas. Nous veillerons toutefois à user de cette liberté, mais à ne pas en abuser. Car nous ne sommes pas sans connaître parfaitement l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, partie intégrante de notre Constitution, qui stipule que la libre communication des pensées et des opinions, je cite, est un des droits les plus précieux de l'homme et que tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer
librement, sauf naturellement à abuser de cette liberté. Cela étant dit, et sans abuser de la liberté d'expression que nous confère la Constitution, et notamment après avoir écarté l'hypothèse numéro 1, celle qui pourrait nous faire taxer de complotistes, et donc de risquer une pénalisation à court terme, nous retiendrons donc uniquement l'hypothèse numéro 2, celle de la simple erreur de bonne foi. Ce qui, dans l'état actuel des tendances évolutionnistes du droit pénal, semble pour l'instant nous mettre à l'abri de poursuites éventuelles. Mais nous avons suggéré que cette démarche, supposée de bonne foi, que cette démarche elle s'accompagnait malheureusement de deux caractéristiques regrettables, l'incompétence entrepreneuriale et la cécité du lendemain. La première caractéristique, l'incompétence entrepreneuriale, se manifeste notamment par le choix, nous l'avons déjà dit, de la comptabilité de flux au lieu d'avoir fait le choix de tenir une comptabilité en mode stock. Et également, elle se manifeste par l'ignorance de l'application des lois physiques dans l'économie. Tous ces thèmes, nous les avons déjà largement étudiés dans les conférences précédentes, consacrées notamment à l'impasse physique et à l'impasse comptable. Une circonstance atténuante de la bonne foi pourra néanmoins être possiblement invoquée par ces gestionnaires lors de leur mise en accusation future par un peuple ruiné dans ses finances et ruiné dans ses espoirs. Et cela, au motif notamment que leur imaginaire aurait été colonisé, à leur corps défendant naturellement, et à l'insu de leur plein gré, comme dirait un célèbre coureur cycliste pris la main dans le sac de PO, à leur corps défendant, et que leur esprit a donc été colonisé et dopé par les nombreuses injections d'enseignements reçus dans les écoles prestigieuses dont ils sont issus, ENA, X, Centrale, HEC, Essex, Sciences Po, etc. La seconde caractéristique déplorable, la cécité du lendemain. Synonyme de l'expression plus triviale de la vue pas plus loin que le bout de son nez, cette seconde caractéristique sera toutefois plus difficile à pardonner et devrait emporter des sanctions plus rigoureuses. Parce que cet antidon de courte vue n'est en réalité pas innocent, mais concentré sur la ligne de mire fondamentale de tout le système capitaliste croissanciste, l'appât du gain. Cet objectif unique, l'appât du gain, est le moteur, c'est le moteur de tout type d'action économique au sein de la société industrielle, à tel point qu'il constitue la réponse universelle à toutes les recherches causales de l'agir humain et pourrait se résumer à la formule suivante: cherchez où est le profit, vous trouverez la cause de l'action. Alors, considérez sous cet angle, il importe donc peu aux gestionnaires de la société industrielle de chercher à savoir de quoi demain sera fait, pourvu qu'aujourd'hui, leur situation soit bonne. Mais alors, à ce stade du raisonnement, et pour revenir encore une fois et toujours, à la réalité du déficit énergétique structurel du processus industriel de notre société, les citoyens ordinaires que nous sommes peuvent être fondés à se poser plusieurs questions. Premièrement, quel est donc le ressort de cette mystification qui fait que nous dépensons plus d'énergie pour en obtenir moins et que globalement, nous produisons moins que ce que nous consommons? Deuxièmement, comment se fait-il que nous ne nous en rendions pas compte? Et troisième question, enfin, comment se fait-il que cela puisse durer? Eh bien, la réponse à ces trois questions
tient en peu de mots. C'est grâce au système financier. C'est le système financier qui compense et qui masque le déficit énergétique par des apports de liquidités créés ex nihilo par les banques privées, elles-mêmes piliers fondamental, ces banques privées du système, puisque ce sont elles qui rendent possible la continuation de l'entreprise société industrielle malgré son déficit d'exploitation persistant. Cette affirmation, qui fonde toute la démarche dite du développement durable, nécessite naturellement d'être développée et argumentée. Parce qu'en effet, masquer la réalité comptable n'est pas une astuce suffisante en soi, car un déficit, même masqué par un apport en trésorerie, en argent, reste un déficit qui, comme tout déficit, met en danger la capacité d'autofinancement et par voie de conséquence, la survie de l'entreprise. Alors, compte tenu de ce que nous venons de dire, il y a quelques instants, nous pourrions alors imaginer que, trompés par leurs défauts de courte vue, les gestionnaires ne voient pas ce déficit, ce qui constituerait un élément d'explication sur le fait qu'ils ne nous en parlent pas. Ce serait toutefois aller un peu vite en besogne et raccourcir un peu trop leur champ de vision à ces gestionnaires qui, à n'en pas douter, ce champ de vision reste cependant bien suffisant, pour évaluer la réalité comptable de chaque exercice en cours qu'ils mènent. Leur cécité ne se situe pas au niveau de l'analyse des comptes immédiats, mais au niveau de leur projection sur le moyen terme. Car comme tout gestionnaire, bon ou mauvais, les gestionnaires de la société industrielle n'échappent pas au spectre du dépôt de bilan. Le dépôt de bilan. Afin d'illustrer cette hypothèse, nous allons prendre l'exemple tout simple d'un chef d'entreprise ordinaire se trouvant confronté à un déficit récurrent de son activité. Que peut-il faire? Ce chef d'entreprise peut soit décider de cesser son activité, soit décider de la continuer. Jusqu'ici, le choix est simple et compréhensible par chacun de nous, même profane en conduite des affaires commerciales et industrielles. Alors, si ce chef d'entreprise décide de cesser son activité, ce sera le dépôt de bilan. Dépôt de bilan, c'est-à-dire une procédure où le tribunal de commerce va nommer un administrateur qui prendra les commandes de l'entreprise à la place de l'entrepreneur défaillant et tâchera de redresser l'entreprise, c'est-à-dire de la gérer de façon à qu'elle puisse dégager un nouvel excédent de gestion, plus communément dénommé bénéfice. Cet excédent de gestion allant alors permettre à l'entreprise de réduire son déficit cumulé qui se traduit généralement par des dettes à rembourser. Alors, si ce redressement judiciaire réussit, l'entreprise peut alors continuer, généralement avec un nouveau dirigeant. Mais ce cas ne se présente que dans 5% des situations. À peine. Dans 95% des cas de dépôt de bilan, ce dépôt de bilan débouche sur une liquidation judiciaire, c'est-à-dire sur une disparition de l'entreprise. Appliqué à la société industrielle dans son ensemble, ce scénario induirait une mise hors circuit de la classe politique et la prise en main de l'économie nationale par une autorité souveraine. Cette classe politique qui est précisément en fonction de gérer la situation et qui a provoqué le déficit. Pour ce qui concerne l'économie ordinaire, cette fois, cette autorité souveraine, elle est représentée par le tribunal de commerce, nous l'avons dit. Et dans le cas de notre économie nationale, cette autorité souveraine ne pourrait être que le peuple, défini d'ailleurs comme tel dans l'article 3 de notre Constitution. Le peuple détient la souveraineté. Ainsi donc, placé, pourquoi pas, en situation d'administrateur judiciaire de la société industrielle menée à une situation de dépôt de bilan par les gestionnaires oligocratiques, le peuple se verrait donc assigner la mission de faire
passer le système économique d'un mode déficitaire à un mode bénéficiaire. Et en premier lieu, de décider si cette action devrait être menée directement par lui-même ou par une nouvelle équipe de gestionnaires à déterminer, à choisir. Si nous traduisons cette situation en termes politiques, il s'agirait ni plus ni moins de choisir entre l'option de l'instauration d'une autre forme de gestion sociétale et, pourquoi pas, la démocratie directe, et une option de maintien de l'oligocratie sous une forme à modifier. Mais dans tous les cas, dans les deux cas, le succès ne serait pas garanti. Et la tentative de redressement pourrait fort bien se solder par une liquidation qui signifierait en langage médiatique actuel un effondrement. Mais nous n'en sommes pas là, et nous devons plutôt étudier les caractéristiques visibles et cachées de la deuxième option, choisie par les gestionnaires actuels, celle de la continuation sans dépôt de bilan. Alors, cette continuation sans dépôt de bilan, qui est quelque chose de bien connu dans la gestion d'entreprise, est une stratégie qui a également un autre nom, la fuite en avant. En réalité, les gestionnaires de la société industrielle se trouvent dans une situation et dans un état d'esprit similaire à ceux d'un chef d'entreprise qui constate le déficit de son entreprise, mais qui décide de continuer l'activité à tout prix et quoi qu'il lui en coûte. Le proverbe qui dit que les forces vont toujours jusqu'au bout de leurs forces trouve là son illustration la plus aiguë, doublée en la circonstance d'une bonne dose de déni. Le fait que la réalité comptable puisse être masquée aux yeux des actionnaires par des tours de passe-passe d'écriture et surtout de présentation tels que ceux dont nous venons de parler, ne suffit toutefois pas à régler le problème de fond. Et c'est à ce moment précis qu'interviennent d'autres types de stratagèmes que nous allons nous efforcer d'identifier. Mais pour commencer cette investigation, revenons un instant à une question simple. Que doit faire un bon gestionnaire d'entreprise pour résoudre un déficit? Monsieur de la Palisse répondrait qu'il suffit de transformer un processus économique déficitaire en un processus économique bénéficiaire, c'est-à-dire un enchaînement d'opérations techniques et commerciales qui dégage au bout de la chaîne un excédent de gestion capable de compenser en montant celui du déficit antérieurement cumulé. C'est effectivement la meilleure façon de régler un problème déficitaire, mais c'est surtout la seule. Et pour la bonne raison qu'il n'y en a tout simplement pas d'autre. Restons dans les lapalissades, cela repose l'esprit de temps en temps. Et pourtant la réalité du comportement des gestionnaires de la société industrielle prouve que face à une situation de déficit d'exploitation avérée, ils improvisent d'autres stratégies que la stratégie qui tombe naturellement sous le sens. Ces gesticulations censées remplacer le retour à un sain excédent de gestion sont bien connues des entrepreneurs en difficulté qui cherchent eux aussi à s'exonérer des dures lois de l'arithmétique comptable en investiguant du côté des montages financiers plus ou moins sophistiqués. Ainsi, après la fuite en avant, un autre terme est lancé, celui de montage financier. Terme que nous pourrions également dénommer artifice, stratagème, passe-passe, astuce, combine, ficelle, manœuvre, roublardise, rouerie, ruse, subterfuge, tour, truc et, pourquoi pas, après tout, magie. Cette opération magique, à laquelle tout gestionnaire en difficulté financière rêve de pouvoir accéder,
consiste tout simplement à repousser au lendemain le problème insoluble qui se pose le jour même. Car en l'espèce, les gestionnaires de la société industrielle, capitaliste croissanciste, se trouvent bien confrontés à un problème insoluble, c'est-à-dire une impasse, qui pourrait se résumer à l'impossibilité d'augmenter la combustion de leur machine, de leur méga-machine, parce que cette combustion, elle est alimentée par un carburant dont la disponibilité va inexorablement diminuer et à la fin manquer. Ce type de problème est également bien connu de certains entrepreneurs ordinaires qui voient leur petite usine qu'ils ont patiemment et lentement construite de leurs mains devenir progressivement et irrémédiablement incapable de maintenir son niveau de rentabilité. Et bon nombre de ces entrepreneurs aux abois refusent alors la réalité et s'engouffrent dans des dispositifs de fuite en avant dont le seul objectif est de passer l'année en attendant la suivante, puis la suivante, et ainsi de suite. Ces dispositifs commencent par la sollicitation d'un prêt bancaire en maquillant la réalité comptable pour rassurer l'organisme prêteur. Puis ils continuent par des demandes de crédit fournisseurs, accordés ou non. Ce dernier cas se nomme retard de paiement. Ces dispositifs s'enchaînent ensuite par la recherche de nouveaux prêts auprès d'autres organismes pour pouvoir rembourser ceux sollicités auprès des premiers. Technique trivialement dénommée cavalerie. Le tout en espérant qu'entre-temps, un miracle vienne rétablir la situation. Or, tous ces dispositifs fallacieux utilisés par certaines entreprises qui ne sont finalement rien d'autre que des filiales de la société mère, nous l'avons déjà dit, la société mère, la société industrielle. Eh bien, ces dispositifs fallacieux, ces manœuvres, sont également utilisés par la société mère, la société industrielle, à cette différence près que lorsque c'est l'entreprise filiale qui y a recours, la fin est généralement toute proche, alors que si c'est la maison mère qui en use, les choses peuvent durer beaucoup plus longtemps et nous allons voir pourquoi. Arrivé à ce stade de notre enquête, nous avons donc bien compris que l'objectif des gestionnaires de la société industrielle n'était pas de régler le problème du déficit de fonctionnement lié à l'impasse physique de leur activité, puisque par nature, il est inéluctable, mais plutôt de faire durer la situation le plus longtemps possible sans que personne ne s'en aperçoive et dans l'attente soit d'un miracle, soit d'un délai susceptible de couvrir à minima leur durée de vie personnelle, cette deuxième option étant la plus crédible. Et pour ce faire, les gestionnaires de la société industrielle disposent de moyens beaucoup plus puissants et beaucoup plus sophistiqués que les entrepreneurs ordinaires. Alors, quels sont donc ces moyens? Et comment ont-ils pu les mettre en œuvre? Car une question fondamentale se pose. Si ce déficit camouflé existe bien et bien, comment est-il financé? Avant de répondre à cette question, nous devons insister un instant sur le fait que l'opération qui consiste à financer un déficit n'est absolument pas synonyme d'une autre opération qui vise à le réduire, et encore moins à le solder. C'est ainsi que lorsque nous disons financer un déficit, nous ne parlons que de la mise en place d'un dispositif qui va permettre à une entreprise de continuer à fonctionner tout en continuant à conduire une exploitation structurellement déficitaire, c'est-à-dire à continuer à faire du déficit, mais sans avoir l'obligation de déposer son bilan, c'est-à-dire ne pas faire faillite de façon officielle.
Alors avant d'aller plus loin, nous devons écarter définitivement l'hypothèse d'une possibilité qu'aurait la société industrielle de réduire ce fameux déficit. Car nous avons déjà indiqué dans les chapitres précédents que sa cause première à ce déficit étant la diminution régulière et inexorable du stock, sa cause la plus importante, étant la diminution régulière et inexorable du stock des ressources naturelles finies, les RNF, ce déficit ne pourrait donc pas se réduire que si l'espèce humaine trouvait un moyen de fabriquer elle-même des ressources naturelles finies nouvelles, afin de reconstituer le stock de ressources naturelles finies qu'elle a déjà consommées. De plus, nous devons préciser que cette éventualité particulièrement improbable devrait s'accompagner d'un TRE, taux de retour énergétique, au sens d'ailleurs élargi à la matière, taux de retour énergétique matière, TREM, un TREM qui devrait obligatoirement être toujours supérieur à 1, c'est-à-dire que la production, par exemple, d'une quantité Q1 de RNF devrait pouvoir s'effectuer en utilisant une quantité Q2 de RNF telle que Q2 soit inférieure à Q1. Alors, il va de soi que cette dernière condition rend encore plus improbable l'hypothèse que nous avons suggérée. Une autre possibilité serait que nous parvenions à fabriquer de la matière avec de l'énergie, mais toujours, ne l'oublions pas, avec un taux de retour final énergie-matière supérieur à 1. Une ultime possibilité, enfin, serait que la Terre échange de la matière avec le reste de l'univers. Nous avons vu que, d'un point de vue thermodynamique, la Terre était un système clos du point de vue de l'échange de matière avec le cosmos. Donc, une ultime possibilité serait que, par exemple, des extraterrestres viennent bénévolement nous ravitailler en nouveaux combustibles et nouveaux minerais. Nous voyons bien que la réalisation de toute ou partie de ces conditions est hautement improbable, et que par voie de conséquence, le problème de la réduction du déficit physique, reste sans solution aucune. Afin d'être complètement exhaustif sur ce point, nous préciserons que seul un mode de production n'utilisant au titre de l'énergie que de l'énergie solaire et au titre de la matière que de la matière naturellement renouvelable, comme par exemple la biomasse, et dans la limite toutefois de son taux annuel de renouvellement, seul ce dispositif aura une petite chance de conduire à un mode de production susceptible de dégager des excédents de gestion réellement durables. Alors, après avoir écarté ces hypothèses d'école, hypothèses en forme de rêve éveillé, nous devons donc revenir à la réalité et considérer une bonne fois pour toutes que le processus économique basé sur la prédation des ressources naturelles finies est structurellement déficitaire. Cette évidence, elle est certainement pressentie par les gestionnaires de la société industrielle, au fond d'eux-mêmes, mais sans aller jusqu'à la conscientiser au quotidien. En effet, nous pouvons supposer que, bien que leur cerveau reptilien soit rigoureusement formaté, ces cerveaux n'en restent pas moins dotés d'un quotient intellectuel largement suffisant pour alimenter leur cortex en données factuelles comme celles que nous avons établies. Ceci étant posé, nous poursuivrons notre raisonnement en rappelant une loi fondamentale et peu contestable de la gestion d'entreprise. Cette règle, elle indique qu'il est souvent possible de cacher au regard extérieur une situation déficitaire à l'aide de certains artifices de présentation dont nous avons parlé, mais que ce déficit se manifestera toujours de façon extrêmement concrète à l'intérieur de l'entreprise par un défaut de trésorerie, ou, pour parler encore plus clair, par un manque de liquidité,
un manque de liquidité pour payer les dettes contractées auprès des tiers, c'est-à-dire principalement les fournisseurs et les employés. Il existe alors deux parades classiques à cette situation. L'augmentation du capital ou le recours à l'emprunt. La première parade, l'augmentation de capital, permet de faire rentrer de l'argent frais en contractant une dette non remboursable vis-à-vis de créanciers d'un type particulier, les associés actionnaires. Il est à noter que cette solution, si elle règle les problèmes de trésorerie, n'a aucun effet sur le comblement du déficit, puisque en termes purement comptables et en termes de bilan, le mouvement d'un compte d'actifs de classe 5, trésorerie, est compensé par le mouvement identique d'un compte de passifs de classe 1, capital. Et appliqué à la société industrielle, cette opération ne semble guère possible, puisque l'associé nature, le seul possible, et même à supposer que cet associé le désire, ne pourrait pas apporter ce qu'elle n'a plus, c'est-à-dire les ressources naturelles physiques. Paraphrasant ainsi le vieil adage, la plus belle fille ne peut donner que ce qu'elle a. Reste alors la deuxième opération, qui consiste à emprunter de l'argent à un organisme tiers. Mais cette deuxième solution, en réalité, n'en est pas une non plus, car elle ne règle pas le problème du déficit. Par contre, elle crée cette fois une dette remboursable, au contraire de la première option, l'appel à l'actionnaire, qui, elle, crée une dette qui n'est pas remboursable. Cette dette remboursable contractée auprès d'un organisme prêteur est, de ce point de vue, nettement moins intéressante que l'apport en capital. L'écriture comptable, parfaitement équilibrée, que vous voyez apparaître ici, montre bien qu'un emprunt n'a pas d'incidence sur la création d'un éventuel bénéfice au moment de la réalisation du prêt. Mais la société emprunteuse va alors utiliser toute ou partie de cet argent pour solder ses dettes auprès des tiers. Les tiers, c'est-à-dire les fournisseurs ou les salariés. Et l'autre écriture, que vous voyez s'afficher ici, montre bien qu'à ce stade d'utilisation de la somme empruntée, il n'y a pas non plus de création de bénéfices, ni d'ailleurs, il faut bien le dire, de déficit supplémentaire. Mais nous constatons par contre que la somme à rembourser reste toujours identiquement la même. 1 million dans cet exemple. Alors que la disponibilité en trésorerie a diminué, 500 000 dans cet exemple, ce qui hypothèque d'autant les possibilités de remboursement. Dès lors, la société peut être tentée de faire appel à un second emprunt pour pouvoir rembourser le premier, ce qui l'entraîne dans le fameux système dont nous avons déjà parlé de cavalerie. Cette petite illustration, cette petite fable comptable montre bien qu'il ne faut pas confondre déficit et dette, tout au moins en tant que relation réversible. Car si le déficit crée toujours de la dette, elle, ne crée pas forcément de déficit. Cette confusion entre dette et déficit, dans l'esprit commun, est soigneusement entretenue par l'oligocratie au pouvoir, car elle permet de faire croire que chaque fois qu'elle parvient à réduire la dette, elle réduit par là même le déficit, ce qui est largement et qui est tout le temps inexact. Dès le début des années 1970, comme nous l'avons déjà dit, qui sont celles de la prise de conscience par les gestionnaires de la société industrielle, la prise de conscience de la durabilité du déficit structurel et de la nécessité de faire un apport en trésorerie pour pouvoir couvrir les échéances, fournisseurs et rémunération. La nécessité apparut de prendre certaines décisions qui allaient permettre les fameux montages financiers
sommes en train de parler. À cette époque, la monnaie de la plupart des pays développés était basée sur l'étalon or ou sur le dollar lui-même basé sur l'or. Or, ce système, s'il était respecté à la lettre, ne permettait pas de créer suffisamment de monnaie pour réaliser les apports en trésorerie nécessaires pour financer le déficit. Autrement dit, les gestionnaires de la société industrielle ne pouvaient emprunter nulle part l'argent dont ils avaient besoin. La question posée était donc simple. Il fallait trouver un moyen de créer de la monnaie en se passant de sa convertibilité en métal précieux. Cette difficulté fut définitivement contournée et entérinée par l'étalon or, par l'abandon de l'étalon or, par le président américain Richard Nixon en 1971, et suivie en France par la loi de 1973 confiant le pouvoir exclusif de la création monétaire aux banques privées. Le raisonnement suivi à cette époque par les gestionnaires de la société industrielle reste toujours valable aujourd'hui et tient en peu de mots. Il est celui-ci. À partir du moment où il est patent que la quantité de monnaie basée sur une contrepartie en biens intermédiaires, l'or par exemple, que cette quantité n'est pas suffisante pour répondre aux demandes de prêt des États gestionnaires, il faut mettre en place des États gestionnaires et des sociétés particulières, il faut mettre en place un nouveau système permettant de créer de la façon illimitée, permettant de créer de la monnaie de façon illimitée et sans avoir besoin de se référer à une quantité donnée de biens matériels. Ce nouveau système, sans limite, se concrétisa par la liberté donnée aux banques privées de créer de la monnaie ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Cette version modernisée de la fameuse planche à billets allait permettre ainsi de payer les acteurs économiques en monnaie de singe ou fausse monnaie, selon le terme que vous préférez employer. Une question se pose alors aux profanes des questions monétaires. Mais comment peut-on créer de la monnaie à partir de rien ? Alors la réponse à cette question, en réalité, est très simple. Par la magie du clavier informatique. Voyons dans le détail comment nos gestionnaires opèrent. Supposons que l'ensemble des administrations publiques françaises encaissent par l'intermédiaire des prélèvements obligatoires, supposons qu'elles encaissent 1230 milliards d'euros, mais que ces dépenses s'élèvent à 1300 milliards d'euros. Ce sont des chiffres réels de l'année 2017. Les 1230 milliards d'euros de recettes représentent le budget de l'État central, plus celui des collectivités territoriales, plus celui de l'ensemble des organismes sociaux dont les cotisations sont rendues obligatoires par la loi et qui, de ce fait, présentent une caractéristique générique d'impôt au sens littéral du terme. Cet ensemble, qui représente, ne l'oublions pas lui-même, un sous-ensemble particulièrement représentatif du grand ensemble des gestionnaires de la société industrielle. Cet échantillon se retrouve confronté à un déficit d'exploitation de 70 milliards d'euros, de nature comparable à celui d'un ménage qui aurait dépensé plus qu'il n'aurait gagné sur une période donnée. Une bonne et saine gestion imposerait alors que, dans ce cas de figure, le déficit de l'exercice en cours soit compensé par des bénéfices réalisés au cours des exercices antérieurs et ayant été mis en réserve notamment pour pallier ce type de situation. Mais dans le cas où il n'y aurait pas de réserve, que peut-on faire? Alors, en premier lieu, il faut d'abord bien avoir à l'esprit que ce déficit comptable, 1300 moins 1230 égale 70 milliards, illustre en réalité l'incapacité des gestionnaires de l'entité considérée à payer des charges qui sont bien réelles, notamment les dépenses de personnel,
dont la totalité s'élève à 533 milliards d'euros, les dépenses de fonctionnement, pour un montant de 182 milliards d'euros, ou les intérêts de la dette antérieure de l'État, 60 milliards d'euros. Toujours chiffre 2017. Pour masquer ce problème, les gestionnaires, en l'occurrence ici les gestionnaires étatiques, ont donc trouvé une solution. Le clavier informatique de la banque privée. Celui-ci, en s'agitant d'une touche à l'autre, va inscrire dans les comptes de la banque considéré le montant d'un prêt à l'État en actif, montant que l'État, lui, va inscrire dans ses comptes en passif. Il est bien évident que dans un cas comme dans l'autre, ce simple jeu d'écriture est équilibré, comme nous l'avons vu plus haut, par l'imputation d'un compte dans la colonne opposée de la partie double. Mais l'observateur avisé, par exemple, un citoyen éclairé, un observateur avisé aura bien compris que ce tour de passe-passe ne règle en rien le problème du déficit et qu'il ne fait que permettre de payer des sommes monétaires qui ne pourraient pas l'être autrement. Mais l'ennui de ce dispositif, quelque peu magique, c'est qu'elle arrivera forcément un moment où il faudra bien rembourser cette dette colossale au niveau de l'entité publique, 2300 milliards d'euros pour la France, soit l'équivalent du PIB d'une année. Ce dispositif qui jusqu'à présent n'a eu comme seul effet que de masquer, mais simplement de masquer, le déficit comptable de l'administration considérée. Et c'est bien là que se situe le principal problème à résoudre par l'oligocratie gestionnaire. Mais, en réalité, au final, par le citoyen ordinaire aussi, qui ne va pas tarder à en ressentir les effets toxiques. Mais dans un premier temps, voyons quels sont les effets les plus visibles de cette nouvelle forme de création monétaire. Et tout d'abord, quelle a été l'incidence de la création monétaire ex nihilo par les banques privées sur le chiffrage du PIB? Parce que, hormis l'objectif premier, qui est celui de masquer le déficit du compte d'exploitation de la société industrielle, un autre objectif de ce dispositif, c'est de pouvoir maintenir, voire d'augmenter, la valeur des biens entrant dans les calculs du PIB, en comprimant artificiellement la valeur des matières énergétiques minérales entrant dans leur fabrication, afin de pouvoir présenter un PIB toujours en hausse. Mais seul l'État peut le réaliser, cet artifice. Seul l'État, en apportant des liquidités virtuelles, nous l'avons vu, sous forme de subventionnement aux différents niveaux des circuits constitutifs de la valeur des biens produits, ce qui revient, en réalité, à imputer à son propre compte le déficit d'exploitation de la société industrielle, des opérateurs privés, afin qu'il ne soit pas comptabilisé dans le PIB. Dès 1970, cet artifice financier permis et permet toujours de fausser, de maquiller le calcul du PIB, notamment pour ce qui concerne sa première approche, par la consommation, et par sa deuxième approche, les rémunérations. Pour ce qui est de sa troisième approche, celle par la valeur ajoutée, nous avons déjà indiqué précédemment qu'en recalculant le PIB avec des valeurs intrinsèques prenant en compte les charges et les provisions écologiques, celui-ci perdrait environ 30% de sa valeur. Nous avons étudié cela dans la conférence précédente sur l'impasse comptable. Nous avons également indiqué que cette diminution en valeur absolue
nous avons reconnu que cette diminution en valeur absolue n'emportait pas forcément sa diminution en valeur relative d'une année sur l'autre, c'est-à-dire une éventuelle décroissance au sens courant du terme. Mais il n'en va pas de même si nous prenons en compte les indices TRE, taux de retour énergétique, et TREM, taux de retour énergie-matière, étudiés précédemment, qui, eux, impactent directement le calcul de la valeur des consommations intermédiaires. Du coup, le résultat de l'équation valeur ajoutée égale production moins consommation intermédiaire pourrait bien diminuer alors chaque année, signifiant ainsi que le bilan énergético-minéral de l'action humaine devient progressivement déficitaire, ou encore que la valeur des consommations intermédiaires incorporées dans la fabrication des produits se rapproche en réalité de la valeur des produits finaux. Ainsi, le PIB, calculé de cette façon, pourrait alors, cette fois, diminuer d'une année sur l'autre, signifiant ainsi, et avec l'unité de mesure officielle de la société industrielle, que la décroissance est installée de façon durable. À ce premier réajustement du calcul du PIB par la valeur ajoutée s'ajouterait celui de sa comptabilisation par la consommation, première approche. Dans la mesure où cette consommation est payée avec une monnaie qui elle-même n'a plus de valeur convertible en biens intermédiaires, et donc la valeur de la consommation finale en deviendrait plus que contestable. Nous noterons au passage que la sous-traitance de la fonction dite de la planche à billets opérée par l'État central au profit de ces organismes complices, les banques privées, présente pour l'État, le singulier avantage de faire assumer par d'autres l'activité professionnelle peu recommandable de faux monnayeurs. Enfin, la troisième approche du PIB, celle par les rémunérations, se trouve-t-elle aussi devoir être réexaminée, et pour les mêmes raisons. Alors, si nous regardons tout cela sous l'aspect du concept de croissance, nous ne pouvons qu'être plongés dans la plus grande perplexité. Il semble bien en effet qu'en fondant la réalité de la croissance sur la seule preuve d'un PIB pouvant être facilement remise en question par un mode de calcul différent, l'oligocratie se trouve en grande difficulté et qu'elle ne puisse pas abuser le peuple encore très longtemps. Le montage financier permettant de faire face aux créances impayées, elles-mêmes générées par le déficit structurel, mis à jour dans le cas particulier de l'État, peut naturellement et doit être élargi à l'ensemble des acteurs économiques de la société industrielle. Ainsi, nous comprenons mieux maintenant que le déficit culturel de l'ensemble de l'activité économique, lié aux charges cachées par la fallacieuse présentation en comptabilité de flux, ce déficit est lui aussi masqué par ce même système de création monétaire artificielle. Il existe toutefois une différence de taille entre la situation, entre ce qui se passe vis-à-vis des entreprises civiles et ce qui se passe vis-à-vis de l'entreprise-nation. Dans le premier cas, l'emprunt a été réalisé au risque et péril des actionnaires privés. Et s'il y a non-remboursement, l'entreprise peut être contrainte à la faillite, ce qui induit que seuls les actionnaires particuliers perdront leur mise initiale. Dans le second cas de l'entreprise-nation, les actionnaires, ce sont en réalité tous les citoyens. Et c'est alors que le patrimoine de chacun de nous est mis en jeu. Mais dans tous les cas, il apparaît que la conséquence directe du non-remboursement d'un emprunt par un opérateur économique quel qu'il soit, cette conséquence, c'est de mettre en difficulté l'organisme prêteur qui, de ce fait, ne peut récupérer les fonds qu'il a mis à la disposition de l'emprunteur. Or, nous avons vu précédemment que l'organisme prêteur ne prête pas des fonds qu'il aurait en réserve, pour la bonne raison qu'il n'en a pas.
mais qu'il les crée artificiellement par ce que nous avons appelé la magie du clavier informatique. La logique voudrait donc qu'ils ne perdent rien, puisque, en réalité, ils prêtent quelque chose qu'ils ne possèdent pas. Mais ce raisonnement est trop matérialiste pour bien comprendre le mode de fonctionnement du système bancaire qui est basé en réalité sur un mécanisme purement virtuel. Si nous oublions un instant l'argent en tant que simple valeur et que nous considérons uniquement son inscription en tant que simple chiffre dans la comptabilité bancaire, il apparaît que le dégât provoqué par un non-remboursement de prêt revêt un aspect purement technique pour l'organisme prêteur et rien d'autre. Il crée de fait un déficit dans ses comptes, ce qui à ce niveau ne peut être masqué par un emprunt de cavalerie auprès d'un confrère. On comprend bien. La banque peut alors opter pour deux solutions, soit elle se paye sur la dette, c'est-à-dire qu'elle liquide les actifs de l'entreprise défaillante à hauteur de sa dette et solde ainsi le déficit comptable, soit, si la dette n'est pas solvable, elle doit se résoudre à se déclarer elle-même en faillite. Mais cette deuxième alternative n'arrive pratiquement jamais, dans la mesure où l'État va voler au secours de la banque par solidarité de classe, d'une part. L'oligocratie politique est la cousine germaine, voire la sœur de l'oligarchie financière. Nous pourrions même dire, et aller jusqu'à dire qu'elles ne font qu'une. Et également en vertu du principe oligocapitalistique du too big to fall, trop gros pour tomber. D'autre part, une question se pose alors. Comment l'État peut-il venir au secours financier des banques alors qu'il est déjà lui-même en déficit et que ce sont ces mêmes banques qui financent son besoin de trésorerie généré par le dit déficit? Cette question procède de la logique même et également du BSP, bon sens populaire, mais elle ignore le fait que l'État possède le pouvoir suprême, celui lui conférant notamment la possibilité illimitée de faire les lois. En réalité, l'État se contrefiche pas mal de creuser son déficit comptable dans la mesure où ce n'est pas lui qui en portera la responsabilité finale. Nous reviendrons sur ce point essentiel un peu plus loin. C'est ainsi que dans le cas qui nous occupe, l'État va intervenir aux deux extrémités de la chaîne, du côté de l'entreprise défaillante et du côté de l'organisme prêteur. Mais, à ce stade du raisonnement, nous devons distinguer deux sous-cas. Celui où l'entreprise défaillante est une PME-TPE, petite et moyenne entreprise, ou très petite entreprise, et l'autre cas, celui où il s'agit d'une grande ou d'une très grande entreprise. Dans le second cas, grande ou très grande entreprise, la double règle que nous avons déjà énoncée, collusion plus too big to fall, va fonctionner à plein. Et l'État va renflouer à coup de subventions non remboursables l'entreprise défaillante. Il peut même aller jusqu'à subventionner durablement l'entreprise pour que cette dernière puisse honorer régulièrement ses dettes, et que la situation de risque de faillite ne se reproduise plus et que par voie de conséquence, la banque amie ne soit plus mise en difficulté. Le montant total des subventions aux divers acteurs économiques en France peut être estimé à 150 milliards d'euros, soit près de 15% des recettes des administrations publiques. Pour ce qui concerne maintenant le premier sous-cas, le cas des PME-TPE, petite moyenne entreprise, très petite entreprise. Aucune de ces deux règles ne pouvant s'appliquer, la faillite devient alors inéluctable. Et la conséquence financière directe, c'est la création d'un déficit chez la banque, si cette dernière n'a pu récupérer tout ou partie du prêt lors de la phase de liquidation des actifs de la société défaillante. Mais ce sous-cas est relativement minoritaire car les banques sont généralement très peu aventuristes dans leurs octrois de prêts aux petites entreprises.
Concernant maintenant la relation du système bancaire avec le secteur public. La nature de cette relation, elle est fondamentalement différente de celle que nous venons d'étudier, celle dont nous venons de parler, avec la société civile, pour la raison principale que le système bancaire n'existe que par une construction juridique que l'État-nation peut lui-même à tout moment modifier, voire abroger. Depuis l'abandon de l'étalon or et l'abandon du monopole régalien de la création monétaire par l'État, le transfert de ce monopole auprès du système bancaire n'est en réalité qu'une forme de sous-traitance, ou une sous-traitance réelle, permettant une plus grande flexibilité du dispositif pour couvrir les besoins en liquidité du capitalisme. Nous pourrions dire que juridiquement, en fait, l'État garde la main sur le système bancaire, tout simplement par le fait qu'en tant que pouvoir législatif souverain, il peut faire et défaire d'un trait de plume ce qu'il a construit. Mais il serait plus juste de dire qu'en réalité, l'État et le système bancaire ne font qu'un. Dissociés qui sont en apparence pour une présentation plus acceptable auprès des masses, et même en conclure que l'État est lui-même, pourquoi pas, administré en sous-main par l'oligarchie financière. Alors, vu sous cet angle, les relations visibles aux yeux du grand public entre ces deux entités ne sont finalement que gesticulations de façade destinées à manipuler l'opinion du citoyen ordinaire. Concrètement, nous pourrions résumer la situation de la façon suivante. Premièrement, le déficit comptable de l'État est généré par le fait que la dépense publique est supérieure aux recettes. Deuxièmement, ce déficit comptable crée un besoin de trésorerie qui est couvert par des emprunts auprès du système bancaire privé. Troisièmement, l'État est structurellement et durablement dans l'incapacité de rembourser ses emprunts dans le contexte actuel. Il ne pourrait le faire qu'en créant des excédents de gestion, c'est-à-dire des bénéfices, c'est-à-dire en décidant que la dépense publique sera inférieure aux recettes, et pendant un nombre d'exercices important. Quatrièmement, l'État est également dans l'incapacité de payer les intérêts de ses emprunts, dont le montant équivaut étrangement à celui de son déficit. Cinquièmement, afin de pouvoir payer ces intérêts de la dette, intérêts dénommés pudiquement engagement financier de l'État dans la loi de finances, l'État contracte d'autres emprunts auprès d'autres organismes bancaires. Il fait donc de la cavalerie, pratique considérée comme un délit par le Code de commerce régissant l'entreprise privée. Sixièmement, de ce fait, les comptes des banques ne sont pas à proprement parler en déficit, mais ils sont gonflés, voire pollués, par d'énormes avoirs toxiques, autrement dit des reconnaissances de dettes émises par des débiteurs sachant pertinemment qu'ils ne pourront pas rembourser et n'ayant par surcroît aucune intention de le faire. Ces avoirs toxiques sont dénommés dettes souveraines. Septièmement, cette situation ne pouvant durer éternellement, la seule solution serait un abandon de créances par le système bancaire vis-à-vis de son débiteur État. Huitièmement, cet abandon de créances ne pouvant se solder par une faillite du système bancaire, toujours en implication des deux règles d'or précitées, collusion, népotique, plus too big to fall, il ne pourrait l'être que par une compensation interne, c'est-à-dire d'un point de vue comptable, par un transfert des comptes de dépôt des particuliers, classe 4 au passif du bilan, vers des comptes de dette de l'État client, classe 4 à l'actif du bilan.
Et neuvième et dernier point, en termes concrets, ce jeu d'écriture consisterait tout simplement à affecter les dépôts des citoyens au remboursement de la dette de l'État. Compte tenu de ce que nous avons déjà énoncé dans les premiers chapitres de cette série de conférences, il apparaît, à la lumière de ce que nous venons tout juste de dire à l'instant, que pour nous autres, simples citoyens administrés par les élites oligocratiques, le problème ne sera pas tant de subir la décroissance de notre mode de vie, mais plutôt, le problème sera celui d'assister impuissants à la décroissance de nos encours bancaires par la magie maligne du clavier informatique, et malheureusement avec la même rapidité que la rapidité avec laquelle ils ont été créés par la magie qui semblait angélique de ce même clavier. C'est-à-dire, ils ont été assemblés par un ange et risquent d'être dispersés par un démon. L'abyssale dette publique de l'État oligocratique pourrait en effet très facilement être réduite, voire annulée par la confiscation de tout ou partie de nos liquidités individuelles. Une mesure de ce type a d'ailleurs été récemment proposée par le FMI sous la forme de prélèvements autoritaires de 10% sur le patrimoine de chaque citoyen, avec pour objectif avoué de combler le déficit créé par les gestionnaires de la société industrielle. Nous voyons donc bien que ce péril monétaire, cette implosion financière que tout le monde redoute, bien plus encore que la décroissance, ce péril monétaire est directement lié au déficit d'exploitation de la société industrielle, ce qui rajoute à la démonstration par les lois physiques une démonstration par les lois comptables de l'impossibilité d'équilibrer durablement le système de la société industrielle. Nous sommes donc bien engagés dans une impasse financière, dans ce qu'il faut bien appeler une impasse financière, et il est à craindre que même la spoliation regrettable de nos encours particuliers, remède douloureux, mais qui ne serait toutefois qu'éphémère, ne puisse même pas être suffisant pour en sortir durablement. Je vous remercie et à bientôt.